Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est justement cette adrénaline. Cette adrénaline où tu peux avoir un coup de téléphone et apprendre une mauvaise nouvelle, puis 2 minutes après, gagner un énorme deal, parce que tu as un sentiment de vie qui est incroyable. Kappa, donc on l'a créé en 2011, on l'a revendu au leader mondial à déco pour quasiment 100 millions d'euros. On a créé avec Julien une machine qui est capable de faire tous les calls entrants et sortants de relations clients et de prospection commerciale. À quel moment tu as pris conscience de ta valeur? C'est quoi le job que t'as le plus kiffé? T'as vendu, t'as réussi, t'as impacté des millions de personnes et t'es millionnaire, moi je le redis. Putain, mais pourquoi tu réentreprends? Alors pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, c'est mon... Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Nouvel épisode, toujours beaucoup d'enthousiasme et nouvelle invitée, cette fois-ci c'est une entrepreneur. Mais pas que, c'est une consoeur podcasteuse. Aussi. Comment ça va Stéphanie? Bah ça va super bien. Dis donc, j'ai attendu longtemps pour que tu m'invites. Hein. Arrête! Donc je suis trop contente d'être là. Tu me fais grave plaisir. Bah, tu vois, je racontais à Jade tout à l'heure, je disais, je ne sais pas comment j'ai construit ce podcast, mais j'ai la chance d'avoir envoyé des messages là après le Nouvel An. T'en fais partie. Et trop content que vous ayez répondu positivement. On n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Ah ouais? Ouais. T'es quoi? Sûr. T'es podcasteuse, entrepreneuse, investisseuse, star du petit écran. Comment tu te définis? Je suis entrepreneur. Moi, ma passion, c'est de monter des boîtes et de faire du business. Faire du cash ou du... Faire du business et faire du cash. Une entreprise, c'est fait pour se développer. Donc, ouais, mais quand tu dis faire du business, j'ai l'impression qu'il y a une autre composante aussi que le cash. Ouais, il y a d'autres choses, non? J'aime rencontrer les gens. J'aime gagner. Donc, le business, c'est ça. Tu rencontres des prospects et moi, je fais tout pour les gagner, les convaincre et j'adore ça. Et t'as pas tout gagné sur qui veut être mon associé? Non, j'ai pas tout gagné, effectivement. Mais c'est le jeu. J'étais juré dans la saison 2024. J'avais des concurrents. Quand j'ai vu Tony Parker débarquer dans le jury... Tu savais pas quand t'avais été prise au début? Non, je le savais pas. Ok. Donc, à la fois, j'étais super contente parce que je me suis dit, je vais avoir du temps de qualité à passer avec lui. Ta balle de basket signée. Exactement. Je l'ai vue. Ouais, exactement. Donc, ça, j'étais super contente. Mais en même temps, je me suis dit, waouh, la compétition va être dure entre les rookies avec Kelly, Tony Parker et moi. Je me suis dit, waouh, ça va être chaud. Et en vrai, moi, je te dis d'un retour spectateur, enfin, Anthony faisait beaucoup plus de forcing que Tony Parker, par exemple, Anthony Bourbon. Oui, alors, Anto, c'est son job. Ouais, en fait, c'est son job aujourd'hui. Ouais. C'est son job. Et Tony son job aujourd'hui, c'est d'être encore une star. Hein. Voilà, donc c'est une star et il a à vie son statut de star. Donc voilà. T'es une star, toi? On t'arrête dans la street. J'espère, merde. Non, c'est mignon. Quelquefois, il y a des gens dans le métro qui me disent... Votre tête me dit un truc. Ouais, voilà, ta tête me dit un truc, mais... Tu prends vraiment le métro? Je fais bah ouais là tu vois. Donc oui les gars, je prends vraiment le métro. Je suis pas si riche que vous le pensez. Voilà. Et donc ouais non c'est sympa. Et puis c'est vrai que on a réussi à créer un vrai écosystème des entrepreneurs en France. Écosystème d'abord dans la tech, tu vois. Et puis aujourd'hui finalement, moi ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a des gens qui lancent des restos, ils se disent entrepreneurs, et je trouve ça génial et super cool. Et ce sont des entrepreneurs. Bien sûr. Je veux dire, ils ont peut-être pas l'enjeu de faire des millions et des millions la première année ou de la croissance d'une start-up, mais ils gèrent toutes les emmerdes que tu gères au quotidien. Exactement. Donc je trouve que on a passé une sacrée étape et ça c'est génial, vraiment génial. T'es serial entrepreneur. D'ailleurs, tu dis entrepreneur, hein, pas entrepreneuse, toi. Ouais, moi je dis entrepreneur. Bah, je m'adapte, écoute. Ouais, voilà, si ça te va. Comme les gens qui te disent bonjour, ils te répondent bonsoir, ça me vénère, ça. Bref, là, je perds ma question. Non, question toute simple. J'aime bien dire qu'est-ce que CEO? Est-ce que c'est Chief Emmerd Officer? Est-ce que tu gères des emmerdes? C'est ça ton job? Oui, bien sûr. Je pense que le job d'un patron d'entreprise, c'est de proposer une vision à ses investisseurs, à son équipe, à ses fournisseurs, à ses clients. Deuxièmement, tout faire pour exécuter cette vision. Voilà. Et ensuite, bien sûr, pour moi, c'est être exemplaire. Donc, être exemplaire, c'est arriver avant tout le monde le matin, partir après tout le monde le soir, travailler. Ça, c'est important pour toi? Ouais, c'est super important. Tu trouves pas que ça tire un petit peu des codes du travail, ça? Non. Non? Non.
Parce qu'en vrai, t'as peut-être une vie, t'as le droit de rentrer à 16h et les gens, ils le savent pas et tu bosses jusqu'à 22 parce que t'es une entrepreneur. Oui, mais bon, si tu bosses jusqu'à 22, tes collaborateurs le savent quand même. Comment ils le savent? Bah parce qu'ils voient que tu délivres plus qu'eux. Après, t'es la boss, donc c'est normal, ouais, mais moi, tu dois montrer l'exemple. Moi, chez Kappa, dans mon ancienne boîte, c'est moi qui ai rapporté les plus gros deals de clients. Et là, chez Volubil, ça commence bien et c'est moi qui rapporte les plus gros deals. Et c'est normal. Mon job, c'est aussi de montrer l'exemple, d'avoir un rôle de leader et de faire que mes collaborateurs, encore une fois mes collaborateurs, mes partenaires, mes investisseurs, mes clients se sentent en confiance et voient que je donne tout pour eux. Bah, du coup, j'espère qu'ils vont nous écouter attentivement parce qu'on va faire un beau tour dans ta tête aujourd'hui, Stéphanie. Surtout qu'on est beaucoup dans ma tête. Je pense que dans la tête d'un hâte CEO, de les découvrir. On est beaucoup, tu vois. Ou toutes, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Question toute bête. En fait, c'est simple. Ce podcast, pour moi, c'est fait pour que... Bon, je suis le premier auditeur. Donc, le but, c'est que je m'identifie à toi et qu'à la fin, je me dis, c'est une badass. Mais en vrai, elle est humaine, quoi. Je peux le faire aussi. Bon, je ne sais pas si c'est les mêmes ambitions. Ma première question, en fait, je vais essayer de comprendre dans tout le long de ce podcast, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Alors écoute, il se trouve que c'est sympa que tu m'invites en ce moment, puisque moi je sors un bouquin qui s'appelle La rage d'entreprendre. Putain, je l'ai vu, tu l'as offert à qui? Tu l'as offert à Matt? Tu m'as pas offert. Bah attends, ça va venir. Oui, là je suis assez speed en ce moment, c'est la rentrée. Donc, je ne cache pas. Non, tu vas l'acheter surtout. On a besoin de le vendre pour être bien référencé, pour bien être référencé dans. Je t'enverrai la facture du podcast après. En fait, moi j'ai une histoire un petit peu particulière, pas unique, mais en tout cas. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, oui, moi j'ai été élevée par ma maman dans une cité HLM à Vitry-sur-Seine. J'avais pas d'entrepreneur, de chef d'entreprise dans ma famille. Mais en revanche, j'avais la rage, puisque quand tu vivais à ce moment-là en cité HLM et même aujourd'hui, un de tes objectifs dans la vie, c'est d'en sortir. C'est d'en sortir. Donc, et moi, avec ma génération, c'est réussir, juste. Pas réussir, mais prendre sa vie en main. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que l'ascenseur social, le vrai, il est dans l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai assez vite compris qu'il fallait que je sois bonne à l'école, donc que je travaille beaucoup. Donc la valeur travail, elle est très importante pour moi parce que j'avais la rage de m'en sortir, voilà. T'étais pas si smart ou si douée? C'est juste vraiment, t'étais sérieuse et disciplinée? Oui. Ok. Ouais. Alors après, le meilleur talent. Après, je pense que je suis maline. Après, je suis curieuse. Donc, j'apprends très vite et voilà. Et donc, et puis fin des années 90, le web arrive, un peu comme aujourd'hui l'IA générative. Le web arrive. Et là, je comprends très très vite que ça va changer le monde. Voilà. Tu vois l'opportunité direct. Tout de suite. Et je me suis dit. T'étais où à ce moment-là, toi? Donc là, j'étais dans le groupe TF1. Okay. Groupe TF1 Bouygues. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne et que je sois très généraliste. Donc, j'ai eu la chance dans le groupe TF1 Bouygues de changer de boulot quasiment tous les 2 ans et demi, 3 ans, voilà, et donc de progresser à chaque fois. Donc, d'être formée au marketing, au management, à la finance, au commercial, de travailler à l'international, ce qui était fin des années 90, début des années 2000, assez rare. Tu parlais anglais, bien? Alors, je parlais, comme une vache espagnole. Mais en fait, quand tu parles international, t'es obligé. Bien sûr. Et puis, à un moment, je me suis dit, j'étais ultra complexée, mais je pense comme beaucoup de Françaises et de Français. Puis à un moment, je me suis dit, mais complexée de quoi? De pas bien parler anglais. Mais moi, okay. Ma mère, on n'avait pas les moyens elle avait pas les moyens de m'envoyer aux US ou en Angleterre pendant 2 mois pour apprendre. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, de toute façon, le mec en face de moi, s'il parlait français comme moi, je parle anglais, déjà, ce serait beaucoup mieux. Sauf que tu rencontres très peu des gens qui parlent bien anglais. Et bon, voilà. Et en fait, et en fait aussi, quand tu parles anglais, que les gens voient que tu fais l'effort, ils adorent et ils sont super gentils. Et moi, sauf en France, on se fout de notre gueule. Voilà. Ouais. Et donc, je me suis lancée comme ça s'est bien passé. Et donc, je me suis améliorée. Puis après, tu sais, en fonction de ton secteur d'activité, tu as toujours le même vocabulaire qui revient. Donc, tu l'apprends vite et après, techniques ça que vient. Tu connais parfois en anglais, mais pas en français. Moi, c'est ce qui est arrivé dans le VC, la startup. Juste, t'as dit que t'as jonglé déjà pendant combien de temps? Tu dis tous les 2-3 ans, mais t'as fait quoi? 3-4 postes différents? Ah ouais, beaucoup plus. Je suis restée 15 ans dans le groupe TF1 Bouygues. Ouais. C'est quoi le job que t'as le plus kiffé? Ou c'est quoi l'aspect dans les jobs que t'as le plus kiffé? De voir dans les yeux de mes équipes que j'étais un leader. Ok, donc c'est de l'humain.
C'est-à-dire que je peux les emmener gravir l'Everest, ils me feront confiance. C'est que de l'humain, que ça soit du marketing, que ça soit ensuite en finance, en sales, peu importe, c'est tu me dis fédérer ce que des gens. Ce qu'il fait, c'est ça, ouais. Oui, non, mais je veux dire, mais c'est pas tes tâches, c'est le management, en fait. Ouais, c'est plus que ça, c'est le leadership plus que le management. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, j'ai remarqué qu'une de mes forces, c'est l'énergie. Les gens disent que j'ai beaucoup d'énergie. Et l'énergie, c'est important. C'est important pour montrer que moi, de toute façon, ma tagline, c'est « on lâche rien ». Donc, je lâche jamais rien. Oh, le bon dans certains podcasts. Je me bats sur tout. Et ça, quand les équipes le sentent et le vivent, et là, c'est gagné, quoi. Tu peux aller loin. On a cette culture en France de rien lâcher, d'être ambitieux, presque, moi j'appelle ça un peu de rêver ou de prendre du risque. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Ouais, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont. Est-ce que culturellement on l'a ? Est-ce que dans la culture française ? Ouais, alors, moi j'ai découvert un truc très récemment, c'est que quand j'étais petite et ado, j'avais honte de ma situation. J'avais honte de ne pas avoir les derniers fringues à la mode. J'avais honte, je vais te raconter un truc très, très perso, Dis-moi. Mais il y a eu la mode des kikis, tu sais, le petit singe kiki. Et moi, ma mère, elle pouvait pas me l'acheter, et donc elle m'a acheté un faux kiki sur le marché de Vitry. Et le faux kiki, son pouce, il rentrait pas dans sa bouche. Et en fait, j'avais honte parce que j'avais honte de ma situation. Mais vraiment, et le sentiment de honte, il est dur à vivre. Il est très dur à vivre. T'en voulais à ta mère, par exemple ? Ouais, un petit peu. Ouais, je le cache pas, un petit peu. Et en fait, j'ai réalisé assez récemment que en fait, le fait d'avoir vécu en HLM, d'avoir grandi en HLM, ça m'a donné cette rage de rien lâcher et cette rage d'entreprendre qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une force extraordinaire par rapport à beaucoup de gens. Donc, en fait, aujourd'hui, mon message, c'est de dire à toutes les personnes qui sont en banlieue ou aussi dans la ruralité, dans les campagnes, qui se sentent éloignées de l'écosystème start-up, entrepreneurial, etc., vous avez beaucoup plus. Vous avez cette rage. Et donc, quand tu as cette rage-là, qui n'est pas la haine, mais qui est cette rage qui fait que de toute façon, tu sais que demain sera mieux qu'aujourd'hui est mieux qu'hier, que de toute façon, les problèmes, tu peux en rencontrer 50 dans la journée. Tu sais ce que c'est que d'avoir des problèmes, parce que moi, dans la cité, j'avais les cafards sur mon bureau, j'avais les incendies une fois par semaine dans les poubelles, les machins, les bijoux. Ah oui, donc, en fait, t'as une telle carapace que ça, c'est plus fort que tout. Et en fait, j'ai transformé peut-être la honte que j'avais quand j'étais petite fille et ado en super force depuis quelques années. Et le jour où j'ai réalisé que j'avais eu cette chance-là, alors que je pensais que c'était une honte, mais j'avais eu cette putain de chance, bah voilà. Après, t'es indestructible. Tu vois, tu parles d'une chance. Moi, je vois beaucoup d'artistes aussi qui ont vécu des sortes de traumas quand ils étaient plus jeunes, et c'est ce qui leur pousse à se mettre nus sur scène et à aller te demander de l'amour. Bien sûr. Tu parles de rage. J'aimerais comprendre une chose. On a très vite parlé de ta maman, mais est-ce que elle est pas envers la société ? Est-ce que ce truc qui t'a nourri... elle est envers l'injustice. Alors moi, moi, si tu veux, mais c'est pire que ça. C'est viscéral, quoi. Ouais, j'assiste à une situation d'injustice. Ça me met vraiment dans des états. C'est de l'hypersensibilité. Ouais, bien sûr. Non, mais moi, voilà. Donc l'injustice, très très compliquée pour moi. Mais l'injustice, tu la trouves dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Bon, voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel je fais très très attention. Voilà. Je traduis ce leadership dont on parlait, enfin cette rage en leadership. Là, tu me parles aussi de cette hypersensibilité que moi j'ai totalement. Comment tu fais pour générer un élan collectif et aussi d'ambition auprès de tes équipes et gérer tes émotions ? Comment tu... Alors, j'y arrive pas toujours. Ok, merci d'être honnête. Ouais, et puis là aussi, j'ai appris en grandissant et en vieillissant que c'est pas grave. Alors d'abord, j'ai appris à les gérer. Donc, j'ai beaucoup T'exprimes pas tout directement. Ouais, voilà. Alors en fait, je les vis moi intérieurement parce que ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est justement cette adrénaline. Cette adrénaline où tu peux avoir un coup de téléphone et apprendre une mauvaise nouvelle. Puis 2 minutes après, gagner un énorme deal.
parce que tu as un sentiment de vie qui est incroyable. Il y a des gens qui vont aller chercher cette adrénaline dans les trails, par exemple dans les ultra-trails, dans la création aussi, etc. Bon, moi, je l'ai trouvé dans l'entrepreneuriat et en dirigeant des entreprises. Voilà. Donc, j'ai appris à gérer mes émotions, même si intérieurement, cette adrénaline, elle est super importante pour moi, parce que c'est aussi mon énergie. Comment t'as appris? T'as un petit tip à me partager? J'ai appris... Ne dis pas que t'as fait du trail, s'il te plaît, ça va me saouler. Non, j'ai appris, ou quelquefois, j'ai appris à me prendre aussi des murs. C'est-à-dire quand tu fais une erreur parce que t'as pas géré cette émotion, puis qu'après tu t'en veux et que tu dors pas de la nuit en disant mais comment j'ai pu être aussi idiote de réagir comme ça, j'aurais pas dû, machin. Au bout de la 10e fois, tu te dis Steph, bon, ça fait 10 fois que tu fais la même erreur. Maintenant, tu vas prendre un peu de recul, donc t'es voilà. auto-analyse de ouf. Ouais, autocritique. Tu le fais toute seule ou t'as la chance d'avoir des gens avec qui tu peux le faire? Non, je le fais toute seule. Et puis, en revanche, j'ai une faculté à aller demander de l'aide. Donc, j'ai plus honte d'aller demander de l'aide. Je pensais au mot honte. Ouais, j'ai plus honte d'aller demander de l'aide, d'appeler des investisseurs qui sont des mentors ou des parrains pour moi, et de leur dire tiens, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu ferais là, d'en parler avec mes amis, ma famille, voilà. Donc ça, j'ai cette faculté à aller demander de l'aide qui est super agréable. En revanche, je parle très peu de ma vie très très personnelle, comment je vis, avec qui, etc., etc. Donc il y a très peu de gens qui sont au courant. Et ça, c'est un peu ma force, c'est-à-dire aussi, je peux être quelqu'un de très solitaire. Alors, c'est trop drôle. C'est drôle parce que juste avant ça, j'allais dire que pourtant tu me parais très entière et que c'est peut-être ça. C'est que vu que tu mets une barrière sur le perso, mais que tu montres totalement, plus ou moins en tout cas, qui tu es sur le reste, j'ai l'impression que ça engrange la confiance. Par contre, tu parles de solitude. Je voulais savoir, est-ce que donc, redis-moi ta première boîte. Alors, donc, élevée dans la cité, je commence à bosser à 14 ans sur les marchés pour me faire un peu d'argent. Je rentre, j'ai la chance... T'achètes ton kiki. Ouais, voilà. J'ai la chance, je mens sur mon CV. Parce que quand je commence, je suis à t'as osé? Ouais, je suis à l'ESCP et quand j'envoie mon CV en disant que j'habite à Vitry-sur-Seine, personne me propose de stage. Donc, je dis à une copine... T'as changé d'adresse? Ouais, voilà, j'ai changé d'adresse. Malgré que t'es l'ESCP, quoi. Ouais, là, je suis prise en stage chez Eurosport, qui est une filiale du groupe TF1 Bouygues. Je suis recrutée au bout de mes 6 mois de stage en CDI. Voilà, je reste 15 ans dans le groupe Bouygues, je change de job tous les 2-3 ans. Et j'ai la chance de rencontrer Dominique Vidal, qui était à l'époque le patron de Yahoo Europe, qui avait vendu avec Pierre Chapas quel coup à Yahoo, qui devient patron de Yahoo Europe. Et on décide de faire un gros partenariat entre le groupe TF1 et le groupe Yahoo Europe pour fusionner les sites de sport Eurosport et Yahoo Sport et devenir numéro 1 en Europe. On fait ça, mais surtout, à ce moment-là, je rencontre Dominique Vidal, qui sera un peu mon mentor, et qui me dit Stéphanie, faut que tu ailles bosser dans une start-up, quoi. Là maintenant, t'es bien formée, tu peux y aller, tu vois. Donc là j'y vais, je rejoins Kype, une start-up à Hambourg. J'arrive. À Hambourg, t'es allée? À Hambourg, en Allemagne. Tu parlais allemand? Non, mais c'était, on était 7, il devait y avoir 5 nationalités déjà quand j'ai rejoint la start-up. C'est énorme comme step d'aller déménager à Hambourg. Ouais. C'était très cool. Tu passes comme ça, mais c'est quand même un big truc, non? Bah ouais, mais parce que tu vois, alors moi, je sais bien saisir les opportunités. Quand je te dis on lâche rien, quoi. Donc là, tu l'as senti, tu t'es dit opportunité. J'ai adoré Hambourg, j'y ai bossé 3 ans, j'étais CEO de la boîte, j'ai rejoint le CEO de l'époque, le CEO fondateur, Stéphane Uhrenbacher. On est devenu numéro 1 en Europe, on a été acheté au bout de quelques années par Yelp, le leader américain. Je rentre en France et là, Philippe Comolombel de chez Partech me dit « Mais Stéphanie, t'es prête, faut maintenant que tu montes ta propre boîte. » Et donc, voilà. Et là, je lance Kappa. Kappa qui est la société la plus connue puisque Kappa, donc on l'a créée en 2011. On l'a revendue, quand on l'a vendue, quoi. Elle a été achetée plutôt, parce que c'est vrai que tu vends jamais une boîte, c'est quelqu'un qui vient de voir, au leader mondial à déco pour quasiment 100 millions d'euros. Trop cool. Trop cool. Plutôt un succès? Un succès énorme. En combien de temps vous l'avez revendu? En 10 ans. En 10 ans, ok. T'as très peu de boîtes en France qui se vendent plus de 50 millions. Tu l'as créé toute seule?
Alors non, à l'origine, on était quatre cofondateurs. Ok. Ensuite, on est resté 2 assez vite. Non, et moi, j'aime bien fonder les boîtes rapidement. D'accord. Donc, 10 ans où on est acheté par le leader mondial Adecco. Donc, ça, énorme fierté. Et puis, pour quasiment 100 millions, ce qui est beaucoup d'argent, il y a très, très peu de boîtes en Europe qui sont achetées pour ces montants-là. Ce qui démontrait la qualité du travail qu'on avait fait. Donc, très fier. Et puis, très fier aussi de savoir que l'aventure allait continuer chez Adecco. Kappa existe encore aujourd'hui, oui, la marque ouais, ou ça a été intégré à Adecco? Alors, il y en a je pense que la tech a été en grande partie intégrée, mais oui, ça existe encore. Et là, avec Julien Ross, mon CTO qui était salarié de Kappa, qui lui avait passé quelques années chez Criteo, avant d'arriver chez Kappa, lui avait très envie de monter sa boîte. Et on s'est dit un jour on le fera. Et novembre 2022. C'est lui qui a impulsé. Ouais, c'est intéressant. Oui, puis il m'avait beaucoup aidé chez Kappa. C'était aussi une façon de lui rendre. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que novembre 2022, l'IA générative sort. Et là, je me dis, Stéphanie, tu vas créer ton rêve professionnel. C'est-à-dire, on a créé avec Julien des agents, on appelle ça des agents, mais bon, une machine qui parle et converse comme toi et moi. Et donc qui est capable de faire tous les calls entrants et sortants de relations clients et de prospection commerciale. Donc en fait, mes 2 plus grosses pains dans toute ma carrière, ça a toujours été de rentrer des nouveaux clients, donc de faire de la chasse. Et de les garder. Principalement par téléphone et de les garder. Et donc aujourd'hui, on a une machine qui est capable de faire de la chasse comme si c'était moi, même avec ma voix, et de gérer la relation client. Alors pour Volubile, mais c'est donc une plateforme qu'on vend à nos clients aujourd'hui. Donc on a lancé la société fin 2023, on a commencé à commercialiser en juin 2024. Aujourd'hui, janvier 2025, on a plus de 40 clients, 100% de satisfaction. On est un peu plus d'une dizaine. Voilà, et on gagne des clients toutes les semaines. C'est un truc de malade. Donc c'est du récurrent. Tu peux nous dire le MRR? Alors ou c'est le pas RR? vraiment du récurrent parce que c'est pas un abonnement. C'est en fonction de l'utilisation. Voilà, c'est cool parce que donc pas de frais de setup aujourd'hui, pas de frais de mise en place. Donc en fait, on a une plateforme qui peut être déployée en 1 heure pour nos clients, qui parle dans plus de 50 langues, pas de latence. Donc conversation humaine comme toi et moi, vraie conversation humaine. Si je l'insulte, elle me répond? Alors si tu l'insultes, elle va te dire que c'est pas très gentil. Voilà. Si tu l'insultes après, elle va te dire on va arrêter maintenant. J'appelle Stéphanie. Voilà, exactement. Je vais prévenir Stéphanie, tu vas voir, elle va te rappeler, tu vas voir elle. Voilà. Et donc on travaille à la fois pour des marques en direct pour qui on fait de la prospection commerciale ou de la relation client. On travaille aussi pour des call centers à qui on fournit la technologie. Et le business model ça remplace leur business, non? Ça complète leur business parce qu'il y a des moments, par exemple, des clients qui demandent des langues, mais où il y a très peu d'usage, etc. Ça coûte très très cher, voilà. Puis il y a aussi des clients pour qui on fait 100% des calls. C'est quoi la typo de tes clients, juste Alors vraiment, tout client. Aujourd'hui, on travaille dans le tourisme. Oui, j'allais dire, eux, ils font du B2C en général, tes clients? Ouais, non. Non, même pas, ça va être du B2B. Dans l'énergie, là, pour un de nos clients, c'est du B2B. Donc, en fait, 100% des boîtes dans le monde sont intéressées par la technologie Volubile. 100% des boîtes qui ont des clients. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous vous connectez sur volubile.ai, vous verrez, vous pouvez écouter des calls, parler avec la machine, demander une démo, puis autrement, vous vous connectez avec moi sur LinkedIn. Stéphanie Delestre. J'ai bien fait le pitch ou pas? Franchement, c'est la fin de la promo. Maintenant, on va rentrer dans le sérieux. Combien de CA? Combien de CA? Bientôt une centaine de cas de MRR en quelques mois. Incroyable. De MRR, mais du coup, tu le retraduis en MRR? Parce que vu que c'est pas un SaaS. Oui, mais en fait, je vais te dire l'utilisation, elle est assez forte. Non, mais le produit est tellement bon qu'aujourd'hui, sur nos 40 clients, il n'y en a aucun qui a arrêté. Et en fait, tous les clients nous donnent de plus en plus de cas et d'heures à traiter. Donc, en fait, le volume augmente chez tous les clients. Et ça, c'est un point sur lequel on est vraiment très focusé, c'est-à-dire la satisfaction de nos clients. Mais une fois que tu es installé, le client, il découvre la magie de Volubile, donc de nos agents conversationnels. Dans toutes les langues, pour traiter, je te dis, toute la prospection commerciale et toute la relation client, et il reste. C'est le taux d'usage que tu traques au quotidien, presque? Ouais, exactement. C'est ça? Exactement. Il est de combien chez vous?
Comment ça, tu veux dire quoi? Le daily active user, je sais pas par rapport à tous tes users, tu dirais. Je te dis, là, ça progresse. On en est au premier mois, mais ça augmente au fur et à mesure. Ça augmente tous les mois chez tous les clients. Alors déjà, on va faire une parenthèse. Et après, on va revenir juste avant Volubile. Déjà, je crois qu'il y a des petits vinyles derrière toi et que c'est moi qui t'ai demandé de les choisir. Peux-tu me présenter ou me dire pourquoi tu as choisi ces 2 petits vinyles? Ou même les 4, si tu veux. Bon, tu m'as dit, il y a trop de noir. Ella Fitzgerald, The Voice. Puis son parcours de vie. Ouais. Voilà. Dr. Dre, je suis une fan de rap, hein. La cité, Vitry-sur-Seine. Putain, je voulais ramener 113. Ouais. C'est dommage. Bien de sûr. la ville, 113. Mais bien sûr. J'ai pas Alors, grande fan de NTM et de Dre. NTM, mais pas après, là. Côte ouest, côte est, tout. Ouais. Alors Snoop Dogg, pourquoi j'ai rajouté Snoop Dogg? Bon, on l'a vu cet été pour les JO de Paris 2024. En fait, il y a un truc, vous pouvez tous regarder, il a fait une vidéo parce qu'il a eu son étoile. Hollywood Fame. Là, ouais, voilà. Je vois très bien la vidéo. Et en fait, il présente et juste pourquoi Snoop Dogg, c'est parce qu'en fait, dans cette donc là il est là, il reçoit son étoile et en fait il commence un speech et dans ce speech il dit je me dis merci à moi. I want to thank me. Voilà, exactement. Je me dis merci à moi. All the hard work et tout. Voilà, pour tout le travail que j'ai fait, pour tout ce que j'ai traversé. Elle est connue cette vidéo. Exactement. Et en fait, juste pour ce moment-là, pour qu'on apprenne tous à certains moments à se dire merci. Pas seulement merci aux autres, mais merci à soi, reconnaître le chemin parcouru. On s'auto-congratule pas exactement. assez. On se célèbre pas assez. Voilà. Et puis les Daft Punk, parce que faut mettre en avant le Made in France là. Et la French Touch. Très exactement. Clair. Et du coup, on fait un petit retour en arrière. Tout à l'heure, tu as dit une chose, tu l'as dit 2 fois. Tu as dit quand tu étais chez TF1, on t'a dit à 2 reprises, ça y est, c'est le moment. Et pareil, par Tech aussi, on t'a dit c'est le moment de monter ta start-up. Ouais. Tu penses sincèrement, là je te pose la question, aujourd'hui en 2025, tu recommanderais à peut-être des plus jeunes qui se lancent, va faire 15 ans dans un grand groupe avant de monter ta start-up? Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr, parce que... On apprend plus dans un grand groupe que dans une start-up? Ou on apprend mieux, selon toi? Alors, d'abord, le premier message que je veux dire, c'est que monter sa boîte, c'est extrêmement dur. D'accord. Souvent, mon cofondateur Olivier Zir chez Kappa, il disait toujours bon, faut pas trop que tu parles à des entrepreneurs parce que tu vas commencer par leur dire que c'est ultra dur. Et j'allais dire, tu vas les décourager. Exactement, je vais les décourager. Non, parce que moi, je suis quelqu'un, je dis la vérité. Difficulté et bonheur. Je dis la vérité. Ouais. Intéressant ce que tu viens de dire. Je dis la vérité et donc c'est extrêmement dur. Voilà. Et moi, ça a été mon parcours d'avoir été formée dans un grand groupe où j'ai eu quand même beaucoup de confort pour apprendre, pour voyager quasiment partout dans le monde, pour aller voir les filiales de la boîte, etc., pour être au contact de personnes extrêmement professionnelles. C'est le groupe Bouygues qui m'a formée au process, qui m'a formée à la finance, etc. Management. Voilà. Donc aujourd'hui, encore une fois, la période est différente. Aujourd'hui, on peut beaucoup apprendre sur Internet, en regardant des tutos, en écoutant ton podcast, le mien, ne lâche rien. Voilà. Donc on peut beaucoup faire. Après, moi, je dis pas qu'il y a un parcours qui est mieux que l'autre. Je dis juste que on reconnaît les gens sur la ligne d'arrivée, comme je dis souvent, que entreprendre, ça prend du temps et que si on a un bagage avant, parce qu'on a fait des choses dans un univers un peu plus confortable, parce que quand t'es salarié, t'es quand même payé à la fin du mois. Hein. Bien sûr. Donc, malgré que t'aies des objectifs ou quoi. Voilà, donc je dis franchement, ça dépend de chacun et des opportunités à saisir. Mais si t'as une très très belle opportunité à saisir pour monter un truc incroyable dans un grand groupe, vas-y, c'est pas moins valorisant que de monter ta boîte et peut-être que tu le feras 10 ans après ou dans 10 mois après, etc. Est-ce que tes 15 ans, t'aurais pu en faire que 10? Exemple, t'as fait plein de jobs en 2-3 ans. Si tu les avais fait juste 1 an et demi, en accéléré, est-ce que tu penses qu'au bout de 10 ans, tu seras arrivé à la même conclusion, j'ai fait le tour et maintenant je vais monter ma boîte? Et deuxième question, qui tend vers ça, est-ce que ce sont ces personnes qui t'ont dit à toi, Stéphanie, t'as de la valeur, c'est le moment de te miser sur toi? Oui, parce que j'ai pas été élevée
Dans la prise de risque. Même si ma maman et toute ma famille m'a beaucoup aimée, donc ça m'a donné de la confiance en moi, tu vois, beaucoup de confiance en moi. Mais le fait d'avoir des pairs, PAIR, qui te disent, écoute Stéphanie, moi je sais que t'es prête, vas-y. Bah ouais, ça donne ce petit truc qui fait que ce plafond de verre, puis encore une fois, il y a quelques années, pour les filles, c'était même encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Ça s'améliore tous les jours. Donc oui, bien sûr, le fait que j'ai eu des personnes à des moments clés qui m'ont dit Stéphanie, vas-y, de toute façon, tu vas réussir. Ouais, ça m'a donné ce petit coup de pouce. Il y a une question qui me vient, qui est un peu philosophique, mais je crois que tu l'as compris, c'est le cas depuis le début. À quel moment tu as pris conscience de ta valeur sans forcément que quelqu'un te le dise? J'ai pris vraiment conscience de ma valeur dans la nuit du mois de septembre 2021 où à 4h30 du matin, on a signé les documents d'achat de Kappa Paradeco. Là, 10 ans après l'avoir créé. Ouais, et puis 20 ans après avoir commencé à bosser, ou même plus, puisque moi j'ai commencé à bosser sur les marchés à 14 ans et ça m'a appris plein de trucs de bosser sur les marchés, puis ensuite chez GoSport à Belle Épine, etc. Oui, parce qu'il y a des étapes comme ça où je me souviens très bien, on a signé les derniers docs, il était 4h30, 5h du matin. Et là, quand j'ai fermé les yeux, je me suis retournée sur ce que j'avais fait les 20 années passées. C'est quoi ta réaction? Je me suis dit dans ma tête, Steph, de là où tu viens, et où t'en es aujourd'hui, tu peux être fier de toi. J'ai sacrifié beaucoup de choses, hein. Chez Kappa, j'ai bossé 7 jours sur 7, 90 heures par semaine pendant 10 ans. C'est quoi la plus grosse chose que tu as sacrifiée à part ton temps dans tout ça? Enfin, où il se traduit comment derrière? C'est une vie de famille, c'est des une amis vie et sociale. La famille, bien sûr. C'est le truc. Et à l'instant T, tu t'en rends compte? Ou tu te dis juste que Kappa, c'est plus important? Non, j'ai... Parce que t'as pas travaillé avec une épée de Damoclès ou un couteau sous la gorge. Tu l'as fait aussi parce que tu avais envie de faire grossir Kappa. Ouais, bien sûr. Mais... moi, mon équilibre, il passe par des amis très, très fidèles et très, très importants. La famille très, très présente. Il y a des moments où tu aurais mieux géré ça? Tu aurais voulu mieux gérer ces relations? Je sais pas. Alors moi, je vais te dire un truc. Je me retourne jamais sur le passé. Okay, et ça, c'est une force incroyable. Eh ben moi, c'est un défaut que j'ai beaucoup. Ah ouais, non, moi, je me retourne pas sur le passé. Okay. Et puis... je vis vachement le moment présent. Eh ben, tu vois, là, par exemple, je suis avec toi, je suis très heureuse d'être là. Ouais. J'étais très contente de venir, donc je me projetais un petit peu, mais j'étais très contente de venir te voir. Et j'espère que tu vas encore l'être. Ouais, je prends ce moment comme une parenthèse dans ma journée où je peux un peu me poser, te raconter des trucs que j'aime bien, où je prends pas forcément le temps. Donc en fait, tu sais, moi j'ai perdu beaucoup de gens dans ma famille que j'aimais profondément, ça m'a profondément marqué, mais ça m'a appris à vivre le moment présent parce que tu ne sais pas dans 5 minutes ou même dans 5 secondes ce qui peut se passer. Ton téléphone peut sonner ou on te dit, bah voilà, ta tante vient de faire un AVC, elle est partie à l'hôpital, elle va mourir. Moi, c'était une des personnes les plus importantes de ma vie, etc. Alors que 2 jours avant, une semaine avant, je dînais avec elle et on parlait, voilà. Donc en fait, j'ai vraiment appris à ce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans les 5 secondes qui viennent, donc de bien profiter du moment présent, et ça, c'est une puissance incroyable. Ça veut pas dire que j'adore jouer aux échecs. Ouais. Il y a un bouquin que j'adore, d'ailleurs, le joueur d'échecs de Zweig. Donc, il y a des moments où, tu vois, mon cerveau, en particulier la nuit. Moi, mon cerveau travaille beaucoup la nuit, et donc la nuit, tu vois, ça se met dans des cases, ça fait des trucs, etc. Bon, voilà. C'est quoi, t'analyses tes rêves le lendemain? Non. Non? Comment tu dis ça travaille beaucoup la nuit? C'est dans ton inconscient? Depuis que je suis entrepreneur, je suis devenue insomniaque, donc j'ai des gros problèmes de sommeil. D'accord. Donc la nuit, je lis beaucoup. T'es créative la nuit? Ouais, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de bruit, tu vois. Plein d'idées qui viennent. C'est Amélie Nothomb, je crois, qui écrit seulement la nuit ou principalement la nuit et le matin très très tôt. Bah oui, t'as pas de bruit, t'as pas de bruit extérieur, t'as pas de défocus, t'as pas rien. Donc c'est là où ton cerveau, tu l'entends 1000 fois plus que dans la journée, quoi.
Donc c'est un peu flippant. Et j'allais te dire, moi, je sais que j'ai ça par moment. Mais tu sais que parfois, tu vois, tu racontes ce truc. Là, je peux revoir notre podcast, là. Et ce soir, dans mon lit, 00h30, je suis censé aller me coucher. Et je vais revoir un moment où je t'ai mal posé la question. Ouais. Mais vraiment, j'ai envie de me mettre une patate, tu sais, ça m'énerve et je n'arrive plus à dormir. Alors, je suis comme toi, mais moi, il y a un autre truc que je me dis, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Il y a tellement de gens qui font rien. Trop perfectionniste. Voilà, exactement. Là, on se parle, on a calé ce rendez-vous, on a calé ce moment tous les deux. On l'aborde et moi, au contraire, je serais contente de me dire, en fait, je l'ai fait. Alors oui, ce sera peut-être pas parfait, mais aux yeux de qui je pense que dans la tête de 100% des gens, parce que tu sais, moi, je rencontre beaucoup de monde. En fait, les gens, ils sont gentils. Je te jure, là, en ce moment, d'ailleurs, je remercie. Je reçois des messages sur LinkedIn de gens que je ne connais pas. Hier, Jamila qui m'envoie un message en me disant « Stéphanie, merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes de banlieue. J'espère que ça va être un modèle, tu vois, etc. » J'ai une jeune fille qui m'a envoyé un message, mais long comme ça, en me disant que j'étais son modèle et tout. Et les gens, quand tu essaies d'être correct, quand tu es sincère, etc., les gens, ils sont gentils. Et moi, j'essaie d'être gentil. J'essaie d'être gentil aussi. Donc, le monde, faut pas croire que le monde est que dur. Voilà. Donc moi, je me dis, je suis là avec ma sincérité à raconter mon histoire. J'aime bien écouter les histoires des autres. Ça me fait aussi grandir, apprendre. Et la majorité des gens sont extrêmement bienveillants. Okay. Voilà. Tout à l'heure, tu disais... Merde, tu disais quoi? Attends, j'essaie de rebondir là-dessus. On parlait justement de la fin de Kappa, exactement. Ouais. Tu revends 100 millions, bref, tu signes ça dans la nuit. Tu kiffes. Tu te dis que c'est la première énorme victoire de ta vie. J'avais 2 questions dedans, peut-être pas la première, mais en tout cas, tu te dis, ouah, badass, tu regardes derrière, rarement d'ailleurs. Ouais. Déjà, si tu m'avais dit dans ma cité à Vitry-sur-Seine, à 14 ans, quand j'allais sur les marchés, que tu serais millionnaire. En 2021, je vendrais une boîte dans la tech un leader mondial. C'est drôle, tu me parles même pas du montant. Toi, c'est plus ce que ça représente, même socialement aussi, quoi. Oui, c'est une belle réussite de le vendre à la déco, quoi. Écoute, il y a tellement de gens, en fait, il y a tellement de gens qui racontent n'importe quoi, qui n'ont rien fait de leurs 10 doigts, qui donnent des leçons à tout le monde et tout, que moi, c'est aussi pour ça que j'ai lancé le podcast, que je suis à ton podcast, que j'ai écrit ce livre. C'est de dire, moi j'ai fait les choses. Moi j'ai fait les choses. On en parle de LinkedIn. Ouais, moi j'ai fait les choses. Okay. Et donc je vais vous dire vraiment comment ça se passe. Mais pas à raconter, à copier des trucs où le mec il va copier un truc d'un mec des États-Unis, d'un machin, un truc. Moi les gars, je les ai faits. Et puis tu racontes ta réalité, c'est pas des vérités générales. Oui, voilà. Ça, bien vu. Ah bah, je regarde LinkedIn, hein. Bien vu, Yacine, bien vu, Maïd. Donc voilà. Et donc ça, les gens qui ont envie d'entreprendre ou les gens qui sont devenus entrepreneurs mais qui sont peut-être à un moment où ils sont un peu coincés sur un truc ou qui ont besoin de s'améliorer, d'améliorer leur marketing, leur machin, leur truc, bah en fait, ils vont avoir des vrais conseils de gens qui ont vraiment fait. Et donc c'est ton podcast, on lâche rien. Oui, voilà. C'est le livre La rage d'entreprendre. Je vois que tu as une envie, mais je vais aller plus loin, je vais utiliser le mot responsabilité. Est-ce que le fait que tu réussisses te rend responsable de quelque chose et de qui, en fait? Alors, en fait, moi, le sujet qui me porte, parce qu'on a chacun un peu des sujets, tu vois, on a parlé d'injustice. Moi, c'est juste de dire, aujourd'hui, en France, on a besoin de tout le monde pour réussir. D'accord ? On a besoin des ingénieurs qui sortent de grandes écoles. On a besoin des entrepreneurs de banlieue et de la ruralité parce que eux, ils ont tellement la rage que eux, ils ont un truc qui est unique. Et ça, c'est une force. Et moi, je veux leur dire que cette force-là, faut pas moi, j'ai découvert trop tard que je l'avais. Donc, heureusement, faut en être conscient et la nourrir, quoi. Mais on a besoin de tout le monde en France aujourd'hui pour réussir. Et moi, c'est mon message. C'est-à-dire que d'où que tu viennes, d'où que tu partes, aujourd'hui, tu as tout en France pour réussir. Ce message, c'est ce qui t'a manqué quand tu étais plus jeune? Ouais, bien sûr. Et c'est ça que tu veux donner à la petite Stéphanie Bien sûr, t'as tout compris. Ouais, okay. Bien sûr. Je reviens là-dessus sur la fin de Kappa. Ouais. J'essaie de comprendre une chose. Là, on revient à l'entrepreneuriat. T'as vendu, t'as réussi, t'as impacté des millions de personnes et t'es millionnaire. Moi, je le redis. En tout cas, à ce moment-là, tu fais un beau cash-out. Putain, mais pourquoi tu réentreprends? Et en plus, dans un milieu qui n'a rien à voir. Enfin, on parle c'est de la tech.
Ouais, mais Alors, bon, là, on est sur de l'IA, t'es pas un G à la base. Alors, pour 3 raisons. Ouais. Enfin, je dis ça, mais t'es pas un G. Non, je suis pas un G à la base. Peut-être j'aurais dit des Non, mais bêtises. t'as raison. Mais c'est un challenge, en fait, pour moi. C'est pour ça que je te pose la question. Alors, pourquoi Première raison, parce que comme je te l'ai dit, c'est mon adrénaline. Moi, c'est mon kiff. Et mon kiff derrière, mon kiff derrière l'adrénaline de l'entrepreneuriat, c'est que derrière, je rencontre beaucoup de gens. Et donc, parce que je rencontre beaucoup de gens, j'apprends beaucoup. D'accord Et t'adores rencontrer J'étais chez un gros client dans les télécoms ce matin, un leader extraordinaire. J'ai rencontré un monsieur qui m'a raconté des trucs. J'étais là, je buvais ses paroles. Parce que je me suis dit, mais Steph, t'as la chance d'être à l'instant T en contact avec cette personne qui est au COMEX d'un leader, qui te raconte des choses. Et c'est parce que je suis entrepreneur que j'ai l'opportunité de rencontrer ce monsieur. Et donc, au travers lui, il me donne des informations et donc j'apprends. Et donc, je continue de grandir. Et puis, pour moi, ce qui est important, voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Deuxièmement, chez Kappa, on a fait le plus dur. On a digitalisé l'intérim, d'accord ? L'intérim, c'est un marché où tu n'as pas de fidélité des clients, où tu proposes de l'humain, des intérimaires. C'est comme une marketplace. Donc, tu peux avoir un gros client, mais si tu n'as pas les intérimaires en face qui ont les compétences que recherche le client, bah, tu n'as pas de business, tu ne vas pas facturer. C'est ça les business les plus difficiles, les places de marché. Tu n'as pas de marge. Okay. Tout est compliqué. Et puis derrière, il ne faut pas oublier que quand tu es une agence d'intérim, les milliers d'intérimaires que tu proposes à tes clients, c'est toi qui en es responsable, puisque c'est toi qui fais leur contrat de travail, la fiche de paie. La confiance. Ouais, voilà. Donc, c'est une charge mentale très, 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 très dure. Donc, en fait, je me suis dit, Steph, tu as vécu le business le plus dur au monde. Et donc, moi, j'adore l'intérim, j'adore toutes les personnes qui bossent dans l'intérim, dans les agences, chez Adecco, mais chez d'autres comme Manpower, dans toutes les agences d'intérim, tu as des personnes extraordinaires parce que c'est le métier le plus difficile au monde. Avec téléopérateur dans les call centers, et c'est pour ça Volubile aussi. Et donc, intéressant. Et donc, je me suis dit, Steph, tu as tellement appris, et tu as quand même été acheté par le leader mondial, que cette expérience, cette expertise, cette connaissance, tu vas pas t'arrêter là, quoi. Tu vas la remettre dans un la remettre dans un T'aurais futur pu business. Souffler. T'aurais pu prendre une retraite bien anticipée. Non, parce que et puis non, mais moi ce qui me fait kiffer encore une fois, c'est le business, quoi. Et puis troisième point, quand j'ai vu l'IA générative arriver, j'ai dit mais opportunité. Si un jour on t'avait dit, tu sais, c'est un peu comme la téléportation. On rêve tous de la téléportation. Moi, si dans 20 ans et que j'ai ou dans 50 ans et que j'ai 150 ans, on me dit Steph, tu relances une boîte dans la téléportation parce que maintenant c'est possible, mais bien sûr que je m'arrête pas, je te la fais la boîte dans la téléportation. Donc là, je me suis dit, attends, là, on a les moyens technologiques de faire des machines qui parlent comme des êtres humains, mais c'est un truc de malade. Mais tu vas faire avancer la société. Voilà, et donc je veux pas passer à côté de ça. Donc attends. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, apprentissage, perso, curiosité. Oui. Mais un truc plus fort, c'est que j'imagine, tu nous le dis à moitié, t'as célébré un tout petit peu ta victoire de la revente de Kappa et très vite tu t'es dit en fait c'est bon, c'est juste un truc et ça me rend pas plus heureuse sur du long terme, donc va falloir que je reparte sur autre chose. Alors si, ça me rend plus heureuse. Je te cache pas que tous les matins, mais si, parce que tous les matins, quand tu fais ta première boîte, tu sais pas ce qui va se passer. Et tu sais, il y a 9 chances sur 10 pour que ça s'arrête, qu'elle meure. D'accord ? Et c'est pas parce que peut-être t'auras travaillé comme un chien, t'auras été sur un bon marché, t'auras eu le bon modèle économique, t'auras eu des bons clients, puis tout d'un coup, t'en as un autre qui arrive qui est meilleur que toi. Bon, tu vois, ça tient à aussi peu de choses que ça. Si, ça m'a rend plus heureuse parce que ça m'a enlevé beaucoup de stress. Voilà, moi j'avais ce stress de l'échec. Important. Maintenant, j'ai réussi. Donc aujourd'hui, tu entreprends que pour ton impact sur la société, pas pour ton argent. Alors si, parce que comme je te le disais, je suis un peu comme Tony Parker. Moi, je suis la Tony Parker de l'entrepreneuriat. Moi, j'aime gagner. Si tu veux, quand j'entends des gens qui disent « Ah, l'échec, c'est bien, t'apprends. » Non, l'échec, c'est pourri. L'échec, c'est atroce. L'échec, c'est de la merde. C'est bien si tu continues derrière. Si tu lâches pas. Ouais, mais faut y arriver, faut s'en relever. Non, mais moi, je veux que des succès. Moi, c'est beaucoup plus facile que de vivre que des succès. Ouais, mais si t'avais que des succès. Attends, imagine, t'avais monté 3 boîtes, les 3 étaient top. Tu serais allé chercher un challenge encore plus gros. Ce que je veux dire, c'est que t'as plein de petits échecs, etc. Mais quand même, tu sais, on est quand même des gens intelligents. On apprend autant d'un succès que d'un échec. Donc moi, je déteste l'échec. Non, mais moi, je suis comme Tony Parker. Je suis la Tony Parker des entrepreneurs. Moi, je veux gagner tout le temps. Mais derrière ça, comme Tony Parker, on bosse comme des chiens.
Il faut qu'on soit les meilleurs en tout devant nos concurrents. Il faut qu'on soit en avance sur tout. Donc, il faut apprendre plus vite que les autres. Il faut prendre les meilleures décisions plus que les autres, etc. Donc, le boulot, il est énorme. Énorme. On sucre le temps, mais ça me fait beaucoup plaisir tout ce dont on parle. J'ai 2 sujets que j'ai envie d'aborder. On n'en a pas parlé, je te pose la question et je me déteste, encore une fois, de poser cette question à des femmes. Je la poserai à des hommes. Est-ce qu'on peut parler de la place des femmes dans l'entrepreneuriat? Ouais, bien sûr. Parce que parfois, il y en a qui veulent pas en parler, en mode c'est pas parce que je suis une femme qu'on doit en parler. Bon, bref, peu importe. Moi, la question, on parle de tout. Moi, je parle de tout. Hein. Être une nana, une femme qui grandit en banlieue et qui veut s'en sortir, est-ce qu'être une femme, c'était un sujet pour toi ou c'était Non, tu t'allais de tellement plus loin que tu t'es jamais posé la question. Alors, 2 choses. 2 choses. 1, d'abord, être une femme, ça n'a jamais été un sujet pour moi. Et j'ai été élevée dans une famille de femmes par ma mère, mes 2 grands-mères et mes tantes. Voilà. Deuxièmement, dans tout mon parcours professionnel, j'ai rencontré que des hommes qui m'ont soutenue. Et donc, c'est des hommes qui m'ont aidé à faire les bons choix, qui m'ont proposé des promotions, etc. Et il y a, j'ai envie de te dire, il y a même 10-15 ans, j'ai essayé de demander de l'aide à des femmes, en particulier quand je suis rentrée de Hambourg, pour lancer Kappa. Toutes ont refusé de m'aider. Il n'y a pas de sororité? Non. On parle de fraternité, mais là, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Et là, ce que j'aime dans notre période, c'est que tout ça a rebasculé. Donc oui, maintenant, les femmes ont compris qu'il fallait se soutenir. Oui, maintenant, les femmes ont compris qu'il fallait s'entraider, bon, tout ça. Donc, il y a eu ce revirement dans les 10 dernières années qui est incroyable et qui est génial, et pour toutes les femmes et pour les hommes. Voilà. Mais encore une fois, hein, moi, j'ai été élevée, tu sais, dans la cité, tu faisais pas ta chochotte à l'époque. Hein. Bah, en fait, c'est ça. Mais... Donc, moi, j'ai été élevée comme un mec. Hein, donc, t'as dû faire des pieds et des mains de base. Ok. Avec toutes mes copines, voilà, fallait jouer un peu des trucs, donc ça vient peut-être de là aussi. Okay. Mais pour moi, dans le business, tu vois, c'est ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat tech, c'est que je pense que c'est un des secteurs où il y a le moins de discrimination aujourd'hui. Hein. Bah, c'est-à-dire que tu sois noir, arabe, de la cité, de machin. Alors, bien sûr, tu as moins de chances de réussir, machin, mais par exemple, aujourd'hui, on a besoin de bons développeurs. Donc, si tu es un bon développeur, on s'en fout de ton âge, on s'en fout d'où tu viens, on veut juste prendre le meilleur. Et ça, je trouve ça ultra cool. Et c'est vraiment le secteur où... Alors, il y a encore du travail. On va me dire, mais il n'y a pas assez de femmes, machin. Mais c'est pas qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'entrepreneuriat. C'est qu'il n'y a pas assez de femmes en 6e qui sont bonnes en maths, ou il n'y a pas assez de femmes dans l'éducation à qui on dit Steph, vas-y et sois pas seulement coiffeuse et machin. Donc le problème, c'est pas l'entrepreneuriat, le problème, c'est l'éducation dès le début. C'est la société qui retranscrit un manque d'ambition pour les femmes. Ouais, voilà. Qui les cloisonne dans quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais bon, encore une fois, honnêtement, moi, je suis bluffée du soutien des hommes. Vraiment bluffée. Et merci. Merci, parce que ça passait aussi par là. Il y a encore du boulot, mais ça s'améliore tous les jours, donc je trouve ça génial. Ouais, dans le bon sens. Ouais. On est loin encore de ce qu'on doit atteindre sur l'égalité ou l'équité. Et puis regarde en France, t'as des femmes entrepreneurs incroyables. Rachel Delacour, chez Déjà Sweep. reçu. Allez, vas-y, cite-les. Rachel Kelly Massol. Déjà reçu. Voilà. Stéphanie Delestre. Déjà reçu. Non, mais t'as des femmes entrepreneurs. Bien sûr. Donc, et moi, toutes celles que je rencontre, je trouve qu'il y a une ambition qui est encore plus forte que la mienne, qu'il y a une assurance très forte et qu'il y a... je crois que dans le discours que tu es en train de me tenir, par exemple, est-ce que ça t'a saoulé la vague de beaucoup de personnes qui disent tu vois, il y a que 2% des fonds qui sont dirigés qui sont dans des startups dirigées et fondées par des femmes. Tu vois, après ce côté, il y en a, en gros, moi j'entends 2 discours. Il y en a qui disent faut qu'on fasse des quotas discriminants et positifs pour montrer plus de femmes et les mettre en avant. Moi, en tant que média, ça me va parce que je sais qu'elles sont très intéressantes aussi. Mais en revanche, il y en a d'autres qui te disent je déteste que m'invite pas parce que je suis une femme. Et bon, je te l'ai jamais mis en avant, ça, donc voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté la carotte, ou il y a un autre côté le bâton, quoi. C'est quoi ton positionnement là-dessus, tu vois? Est-ce qu'on doit en parler et dire c'est une force? Est-ce qu'au contraire, on doit dire attention, va falloir que tu fasses un peu plus que d'autres personnes?
Ou next question. Non, pas du tout. Encore une fois, mais je pense qu'il y a à faire pour les femmes, il y a à faire pour les jeunes dans la banlieue et dans les campagnes qui se sentent aussi délaissés. Voilà. Donc, il y a plein de sujets. Je pense que d'abord, il faut en parler. Il faut mettre les trucs sur la table. Ouais. Moi, mon sujet... Alors, tu vois, j'en rajoute un. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de mon sujet. Mon sujet, c'est comment montrer à tous les jeunes de banlieue et de la ruralité que d'où que tu viennes, c'est possible. Voilà. Donc, te mets pas cette barrière-là dans la tête. Et puis, mon deuxième sujet, c'est de dire à toutes les jeunes filles... les filles, il y a un métier qui paie bien, c'est développeur informatique ou c'est dans le digital, dans la tech, etc. Vous aussi, vous êtes aussi forte en maths que les mecs. Moi, tous les trucs, tant qu'on m'aura pas démontré scientifiquement, qu'on va me sortir des études, mais bon, les études, on sait ce que ça vaut. Ouais. Donc voilà. Moi, c'est ces trucs-là. Moi, c'est ces trucs-là de dire. On y va, on prend les choses au fur et à mesure. Oui, c'est important d'en parler, c'est important de se battre dessus, mais moi, je suis quelqu'un de très positif, de très optimiste et j'espère de bien travailler ma bienveillance. Si déjà on fait tout ça, tu vas voir, tout ça, ça va changer d'un coup. Bon, je pense que déjà, là, on est en train de changer pas mal de choses. Ouais. Enfin, je pense que dans quelques années... il y aura de plus en plus de femmes. En tout cas, je suis obligé parce que sinon, je ne ferais pas de podcast. Mais nous, dans notre métier, malheureusement, tu es obligé de choisir les meilleurs. Ouais, qu'ils soient hommes, femmes, vieux, jeunes, bien sûr, jaunes, mais si demain, gris, rien à faire. Si pour des devs, tu as autant de candidatures de femmes que d'hommes, bien sûr. Là, ce sera un autre sujet. On sucre le temps, désolé, on avance juste. Qui veut être mon associé? Une seule petite question. Ouais. Bon, il y en a un peu plus d'une. Vas-y. Bon, déjà, la première question, elle est simple. Est-ce que tu trouves que cette émission représente l'entrepreneuriat? Non, elle représente une partie de l'entrepreneuriat, mais c'est très bien. Ok. En fait, déjà, on a une chance extraordinaire en France d'avoir une émission qui parle d'entrepreneuriat, donc qui explique aussi, qui a fait beaucoup de pédagogie. C'est quoi un VC, c'est quoi un investissement, c'est quoi un fonds d'investissement, c'est quoi prendre 10% d'une boîte pour tel valo, donc c'est quoi la valo de la boîte, etc. Donc maintenant, les gens, ils comprennent. Okay. Et deuxièmement, c'est cool de montrer des entrepreneurs. Voilà. Et donc, c'est incroyable d'avoir le droit d'avoir cette émission en prime time sur une chaîne nationale. Incroyable. Ok. Et moi, j'étais très, très fière d'avoir été... Non. On m'a proposé. Contacté. Après, tu passes un entretien d'embauche. Ah, oui, c'est j'imagine bien. Il faut que tu fites à l'écran. Ouais, voilà. Donc, c'est génial. Après, ça représente une certaine catégorie de start-up. Pourquoi? Parce que ça reste un show. Bien show sûr, télé. donc c'est B2C, donc il faut que ça parle au grand public. T'as aussi du B2B, mais faut... Voilà. Mais je pense que, comme toute bonne émission, comme tout bon show, ça va évoluer. Parce que les gens vont être de plus en plus formés. Ils entendent maintenant parler d'entrepreneuriat, d'IA, de deep tech, de machin, etc. partout. Donc c'est normal. Il faut y aller étape par étape et ça va venir dans l'émission rapidement, je pense. Moi, sans mentionner des boîtes, j'en ai quand même vu beaucoup, mais même avec des produits que je trouve ne font pas du tout avancer le schmilblick. Donc ça, c'est mon avis. La question que je me pose dedans, c'est que vu qu'on est dans le cadre de levée de fonds, il y a deux choses. Déjà, est-ce qu'on n'est pas en train de biaiser le message en faisant croire à des gens que pour construire... Bon, je vais pas donner le nom des produits, désolé. Non, j'allais pas me faire des amis. En plus, ils me bombardent d'ads là sur Instagram, passons. Bon, après, ils le font tous, donc vous saurez pas qui. Mais est-ce que tu as réellement besoin de lever des millions? Et la deuxième chose, en tant que Marocain, je peux le dire, à quel moment une levée de fonds, c'est 5 minutes de pitch et ensuite c'est de la négo de marchand de tapis, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça et je sais pour avoir bossé en VC que ce n'est pas la réalité et on va aller plus loin. Je crois qu'il y a eu un deal avec Claire Succo pour toi, pour Meuf, qui ne s'est pas fait au final. Donc c'est aussi me montrer maintenant qu'on est en post-émission, tu vois, combien des deals qui se font à l'émission se font réellement. Il y a toute une due deal derrière. On est en train de montrer un espace de 5 minutes de Q&A, mais en réalité... Oui, mais là tu fais, excuse-moi... Alors, j'allais dire, tu fais ton français de base. Bah non, tu fais ton marocain de base, là. Tu vois? C'est-à-dire... Attends, autant je les connais, les mauvais côtés du français, mais alors... Le gars chafouin qui critique tout. Alors, je critique de ouf. Oui, bah ouais. Bah non. Là, je vais dire... Non, il y en a marre. Il y en a marre d'avoir toujours les gens qui voient... je fais exprès, là, tu vois, je te challenge, hein, t'as compris. T'inquiète. Mais j'en ai marre d'avoir des gens qui se plaignent toujours, qui disent toujours « ça peut être mieux, mais c'est pas comme ça que ça se passe, etc. etc. » Moi, je m'en fous de tout ça.
Je te l'ai dit tout à l'heure. Toi, déjà, on parle Moi, je d'entrepreneuriat. suis quelqu'un C'est bien. d'optimiste Mm. et je trouve ça extraordinaire que cette émission existe, en prime time et que cette émission rassemble autant d'audience. Voilà. Parce que c'est aussi grâce à cette émission, grâce à ce show, qu'aujourd'hui, les jeunes ont envie d'être entrepreneurs. Ok. Et puis après, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu et tu dois apprendre, tu dois être le meilleur, tu dois recruter le meilleur, tu dois développer le meilleur produit, etc. Les gens sont pas idiots. Donc c'est une vitrine, mais c'est pas non plus... C'est pas qu'une vitrine, tu sais, il y a beaucoup de startups qui Ah non, mais il y a des vraies boîtes quand je dis derrière. Il y a un vrai mais ça représente parcours. Pas tout l'entrepreneuriat, Non. ça représente pas tout le processus de levée de fonds. Ce que toi, tu es en train de dire, c'est que avant, il y avait juste pas ça. Donc, autant le faire, et même si c'est pas bien à 100%, au moins, ça fait avancer la société. Mais regarde, l'année dernière, en janvier 2024, dans la saison, moi, j'étais jury. Ouais. T'as une boîte qui parlait d'intelligence artificielle pour créer des modèles, dessins, vidéos, etc. Donc en fait, déjà, quand j'ai vu le truc, en plus, j'y étais pas ce jour-là, j'étais folle. Je me dis, mais c'est pour moi cette boîte-là. Donc tu l'as vu en retranscription, ouais, je l'ai vu quelques mois plus tard. Ouais, voilà. J'ai dit, mais cette boîte-là, c'était à moi d'y être, quoi. Tu vois, la fille est top, etc. Donc c'est normal. Ça se fait, étape par... Tout le monde se pose la question. C'était une, on est d'accord. T'as investi combien, toi? Je le dis pas, mais pas énormément. Pas énormément parce que par rapport à c'est vrai. Non, mais parce que moi, ma cam à moi, c'est de la tech, c'est de la deep tech, c'est de l'IA, etc. Et tu l'as dit toi-même. En proportion, il y a peu de sujets comme ça. Non, mais après, c'est trop niche, c'est trop pointu. En fait, notre écosystème startup, il est quand même niche dans l'entrepreneuriat, donc ça représente pas non plus ce que nous on vit au quotidien. T'as de l'entrepreneuriat global. Oui, mais t'as de l'entrepreneuriat dans le retail, on en a parlé tout au début du podcast. Là, c'est vrai que moi je suis plus spécialiste de ce qu'était, qu'il y a aujourd'hui maintenant, voilà. Mais après, ça c'est aussi. Encore une fois, ça reste un show télé. Ouais, bien sûr. Un show télé, non, c'est visuel, ça va très très vite. L'enjeu aussi de l'émission, c'est de montrer un maximum de startups, d'entrepreneurs, parce que justement, de toucher des cibles différentes. Et moi, je trouve que dans ce cadre-là, c'est super bien fait. Super bien fait. C'est qui ton chouchou? Mon chouchou en quoi? En investisseur. Mon chouchou. Alors en fait, ce que je trouve génial... Ou ta chouchou? Non, ce que je trouve génial, c'est que, je te jure que c'est vrai. Moi, j'avais peur d'arriver. T'as les vieux de la vieille, Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Anto, Jean-Pierre Nadir, et puis nous, on était les trois rookies, Tony Parker, Kelly et moi. Donc, tu sais, t'arrives, en fait, mais instantanément, je te jure, il y a cette magie. Ça s'est super bien passé. On a l'impression que vous êtes potes. Hein. Ah ouais. Ça, c'est cool. Ils sont bons sur leur casting. En tout cas. Ouais. Et surtout, en fait, tu te rends compte qu'on était très complémentaires. Ok. Très complémentaires. Et donc, on a chacun sur la saison, on avait chacun nos points forts, quoi. Okay. Moi, j'ai adoré ces moments. Mais j'ai adoré. Ouais, c'est une belle expérience. Tu sais, tu vois les entrepreneurs qui sont terrorisés, hein, parce qu'il y en a qui ont du mal à s'exprimer, etc. Mais moi, je peux te dire que nous, en tout cas moi, je crois que j'étais dans le même état qu'eux, parce qu'en fait... c'est trop... Toi aussi, t'as un enjeu, quoi. Tony, star sportive... International. Ouais, voilà. Mais tu vois, Kelly et moi, on en parlait beaucoup. Nous, on est des entrepreneurs. Donc, moi, je sais que je me mettais à leur place en disant, attends, Steph, moi, ma plus grande responsabilité, c'est de leur dire, si je leur dis oui, pourquoi, mais surtout de leur dire non et pourquoi, en ayant les bons mots, parce que ça sert à rien de froisser les gens ou d'être méchant, en ayant les bons mots, mais aussi les mots justes pour que derrière, ils puissent apprendre et progresser de ce moment-là. Donc, tu vois, quand tu dis que l'échec, il sert à rien, c'est pas vrai. Pour toi, l'échec, il sert s'il y a un apprentissage derrière. Je dis juste que... Non, mais parce qu'il y en a, ils te recalent et ils disent même pas pourquoi. Non, bien sûr, mais tu sais, t'as le discours à la con en disant « Ah non, mais l'échec, c'est bien. Non, l'échec, c'est pourri. L'échec, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, moi, j'en veux pas. Ouais. » Voilà, mais les gens intelligents apprennent de toutes les situations. J'ai une mini-question, et après, je passe à une question du tac au tac à la fin. Cette question est toute simple. Un bouquin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en font, quand même. Tu gagnes des thunes sur ça? Pourquoi tu le fais? Ah non, moi je le fais, encore une fois, pour rejoindre mon message, de dire à toutes les personnes qui ont entendu parler d'entrepreneuriat, qui ont envie... moi, je donne aussi un mode d'emploi de comment il faut faire, tu vois, je raconte mon histoire. Mais qui est complémentaire à ton podcast, par exemple? Ouais, bien sûr. C'est pas la même chose? Non, bien sûr.
C'est toujours dans la même Alors, il y a veine, beaucoup de livres, inspiré il y a du- beaucoup oui, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas vraiment entrepris avant, qui font des bouquins. Donc, tu te dis, bon, bah, ok, écoute, donc c'est un bon résumé des trucs. Non, moi, je pense qu'on n'est pas si nombreux que ça à avoir la carrière que j'ai eue. Et d'ailleurs, c'est que le début. On n'est pas si nombreux à être partir de zéro, à avoir monté une aussi grosse boîte, à l'avoir, à ce que le leader mondial l'ait acheté et à raconter tout ça et à dire comment on y est arrivé. C'est pas vrai. Alors, tu dis, il y a beaucoup de personnes qui écrivent des livres. Des entrepreneurs qui ont eu le parcours que j'ai eu et qui ont fait tout ce que j'ai fait, il n'y en a pas beaucoup. Ah, je t'ai piqué ou quoi là? Non, mais je te pose cette question dedans. C'est la vraie question pour Mais moi. parce que moi, je vais chercher. Moi, Mais je sais moi que tu vas pas perso, chercher de l'argent dedans, c'est pour ça que je Non. te pose la question. D'ailleurs, on gagne très peu avec un bouquin. Sauf si oui, tu le vends oui, bien beaucoup. sûr, mais moi, mais je le fais pas pour ça. Moi, je le fais pour que des gens se disent putain, moi aussi, je peux y arriver. tu le Et fais- je vais y arriver parce Est-ce que que tu le fais Steph pas elle me pour donne toi, la niaque. Est-ce que Steph, ce bouquin, c'est pas la matérialisation Non, à la limite, de non. ta réussite Non. physique et tangible? Non, mais la matérialisation de ta réussite, si tu veux aller dans le truc là, c'est combien j'ai sur mon compte en Voilà, banque j'allais aujourd'hui, le garde dire, un capa. ça. Ok, Bien c'est sûr, mais il faut fair être enough. logique. Ok. Moi, ça m'a acheté C'est pas de un la liberté. aboutissement pour toi, ce bouquin? Non, tu sais quoi, à la limite, ça fait plaisir à ma maman. Ok. Je te jure. Je Elle vais l'a montrer lu à ma maman. Ouais. Bah attends, j'attends de les recevoir parce que même moi, j'ai pas encore reçu. là, Arrête, je dois Matt, aller il les a reçu chercher. et pas toi? Voilà. Attends, c'est Non, quoi? mais c'est pas parce que. D'où il a ses parce que tu sais- passe-droits, Matt? Non, mais c'est parce que je travaille beaucoup et là, il y a Ouais, d'autres oui. trucs. Mais ouais, non, oui, ça fait plaisir à ma maman. Ok. Voilà, je vois, elle se dit, tu vois, elle, pareil, si elle avait su mon parcours, bon, elle est très, très fière, très, très heureuse pour moi et très, très fière parce qu'elle sait que c'est important pour moi, voilà. Mais non, d'abord, c'est compliqué à écrire, hein. J'allais dire que t'étais écrit, forte tout, ou pas, tout toi, mon mois de en juillet, français, tout mon mois d'août. Ouais, bien sûr. Ok. Bocagne. Ok, d'accord. J'ai fait des études Mais même d'histoire à la structurer Sorbonne, donc tes j'adore ça pensées. écrire. Mhm. Tu vois, par exemple, un truc que j'adorerais faire, c'est écrire un roman policier. J'adore les romans policiers parce que ça me vide vraiment la tête. Dans le milieu de la tech. Mais tu vois, avec des trucs, des morts très gore et tout, mais dans le milieu de la tech et en même temps dans une start-up. Je vais pense faire que des je vais le blagues, faire. mais Je te jure, je pense que je vais le faire. Donc non, c'est pas pour l'argent, machin. Non, c'est pour dire, tu vois, tous les messages gentils que je reçois, putain, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien quand quelqu'un te dit merci Steph de ce que tu fais. Quand il y a des gens qui disent, tu vois Steph, ton parcours tu l'as mérité vu comment t'as bossé comme un chien. Tout le monde le sait que j'ai bossé comme un chien, quoi. Tout le monde le sait. Donc ils savent que j'ai rien volé, qu'il a fallu que je parte de là pour en arriver là. Et j'ai pas envie de m'arrêter, mais m'arrêter au sens où je continue d'apprendre, voilà. Mais donc non, c'est vraiment pour dire, écoutez pas tout ce qu'on vous raconte de gens qui n'ont rien fait, qui vous reprennent des trucs sur des anglais en vous traduisant les trucs qui vous apportent pas de valeur et tout. Moi, pareil. Moi, j'écoute de mes pairs, mais de mes pairs où je sais qu'ils sont meilleurs que moi sur des sujets-là. Puis voilà, et puis de dire, et puis aussi, tu sais, quand t'as un mec qui écrit un bouquin, mais derrière, tu sais que son père avait une boîte, qu'ils avaient 200 millions sur un compte, etc. C'est tout aussi, comment dire, valorisable. Tu vois ce que je veux dire? Je dénigre pas. Mais tu te dis, ben ouais, mais bon, c'était facile. Son père avait déjà une boîte, donc depuis tout petit, il a entendu son père parler de l'entrepreneuriat, etc. Là, c'est les gens se disent, ben, en fait, ouais, si ça a été possible pour Steph, c'est possible pour moi, quoi. Ok. Et ça, juste Toi, ce c'est petit truc-là. accessible pour tout le monde. Juste ce Je petit vois truc-là. très, très bien. Tu vois, ça redonne du pep, ça redonne de l'envie, ça dit, et là, pareil, pour la France, c'est gagné. Parce qu'en fait, tu redonnes de l'envie à tout le monde de faire bouger les lignes et c'est incroyable. T'as dit que t'étais au début de ta carrière. T'as dit c'est Ouais. encore le début. Ouais, parce que quand je vois le potentiel de ce qu'on va faire avec Volubile, on va changer des trucs. Ah, mais on parle pas d'âge dans ce podcast. Non. T'inquiète pas. Par non, contre, mais d'ailleurs, je t'ai dit, on s'en fout. est-ce que dans ta carrière professionnelle, mais en fait liée au perso, on va pas se mentir, le podcast. Bon, le podcast aussi, mais même l'entrepreneuriat, c'est aussi du perso que tu nourris. Ouais, bien sûr. Est-ce que t'as encore des choses à te prouver à toi-même? Et Bien si oui, sûr. est-ce que tu peux ou tu veux peut-être... Non? Tu veux pas spoiler spoiler? Si, bien sûr. Bon, après, faut toujours rêver grand. Hein. Vas-y, rêve. À l'américaine. T'as vu tout ce qui se passe aux États-Unis, les mecs, ils t'expliquent qu'ils vont aller sur Mars dans 4 ans. Tu dis, ou 5 ans, je sais plus, 2030, donc 6 ans. Ouais, puis ils créent leur 5 ans, tu crypto-monnaie. dis, génial, fait machin. 10 milliards en 2 Ouais, jours. bah, quand t'as été... Welcome to the US. Ouais, quand t'as été capable de développer un leader français racheté par le leader mondial, ouais, c'est de changer encore plus la vie des gens. C'est pas Mars qui te dans le drive, monde. toi.
Ah si, moi, Mars, ça me drive. Ça te driverait aussi Ah ouais. de faire un petit bypass à Elon et hop là, les Français sont les premiers. Ouais, bien sûr, je suis un peu chauvine parce que il faut qu'on s'entraide. Toi aussi, t'as un mauvais côté français alors. Bien sûr. C'est bon. Je l'ai aussi, j'avoue. Ouais, bien sûr. Donc, non, l'espace, j'ai pas la formation qu'il faut. Mais il y a des choses où tu te dis, j'ai pas forcément les épaules, mais au fond de toi, maintenant que t'as pété tous les plafonds de verre, tu le gardes dans un coin de ta tête sans forcément nous dire le projet en question. Mais il y a d'autres objectifs dans ta tête, hormis volubile. Hein. Non. Donc là, t'es volubile, tu voudrais faire beaucoup de jeux et clients et argent, ok. Non, pas argent, oui, argent, c'est business lié pour la boîte. Mais par contre, tu me dis, non, je reviens à la question de te prouver des choses, t'as pas d'autres choses à faire, à te prouver, à te dire... Non. Non, donc là, vas-y, tu voulais me dire, pardon, tu sais, il faut pas beaucoup d'argent pour se sentir libre. Moi, le seul truc, c'est que pendant 5 ans chez Kappa, je me suis pas payée. Donc j'avais un peu d'économie. Non, parce que autrement tu plantais la boîte, quoi. Et moi je préférais ne pas me payer parce que j'avais un peu d'économie et recruter des gens pour développer la boîte plus vite. Hein. C'est dire à quel point tu crois dans le projet aussi. Là tu vois, je suis volubile, je me paye pas. Ouais, parce mais que t'es pour riche. le coup, oui, mais tu vois, je recommence aussi parce que ça te met un petit coup de pied au cul le matin, etc. Moi, il me fallait juste de l'argent parce que ma maman a fait un grave AVC, elle est en fauteuil, donc elle est encore chez elle pour le moment, mais elle a passé 80 et je sais que très bientôt, il va falloir... Et je voulais... parce que moi, il me reste que ma mère, je voulais avoir l'argent disponible si je dois la mettre dans une maison, qu'elle s'y sente bien, qu'elle se fasse des copines, avec des infirmières sympas avec qui elle peut jouer au Scrabble, machin, etc. Bon, voilà. Donc pour moi, c'était un peu ma peur. Mais tu sais, moi, mon kiff, encore une fois, c'est l'entrepreneuriat. J'ai pas de passion particulière à part l'entrepreneuriat et à part apprendre. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre sur Internet quasiment gratuitement. Est-ce que ta passion, elle est pas dans l'incertitude ou la prise de risque? Le fait de commencer un truc et de te dire que tu paries contre les probabilités, c'est l'entrepreneuriat. Ouais, bien sûr aussi. Ah ouais, j'adore le jeu, moi. Ouais, c'est un jeu. Moi, je me souviens quand j'étais petite avec mes grands-parents, on faisait la belote, tu vois, tous les samedis soirs jusqu'à pas d'heure. Ouais, j'adore le jeu. J'adore le jeu. Et t'es mauvaise perdante. Parce que là encore, tu vois, ça donne un peu de... Ouais, très mauvaise perdante. Ouais, j'allais la reposer la question, je le sens. Je te jure, je déteste perdre. Mais tout ça pour te dire que il faut pas beaucoup d'argent. Moi, tu vois, j'ai pas envie d'aller m'installer à Dubaï, j'ai pas envie de m'acheter un avion, j'ai pas envie d'avoir des affaires de luxe tout le temps sur moi. Tu vois, ça c'est Zara, ça je crois que c'est Uniqlo, ouais, je suis en métro, voilà. Pareil. Donc, mais parce que c'est pas ça qui est important. C'est pas ça. D'ailleurs, Xavier Niel le dit souvent. Bon, lui, il est milliardaire, un succès extraordinaire, mais il dit. Tu fais pas ça. De toute façon, si tu fais ça pour l'argent, t'es mort. Ouais, bien sûr. Ça marche pas. Tu t'es fait un kiff financier ou pas du tout? Pas du tout. Rien du tout. Non, d'ailleurs, mon cofondateur chez Kappa, il t'a dit vas-y. Il m'a dit Steph, on s'est même pas payé un très bon resto. Il m'a dit viens, on se prend une date et on va quand même se payer un très très bon resto. Mais en fait, on se voit régulièrement. Mais on va le faire là. On va le faire. Mais tu vois, pour moi, c'est pas ça qui est important. Par exemple, moi, ce qui est important. Célébrer, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Ouais, mais tu vois, célébrer, moi, je vais te dire comment je célèbre. Tu vois, donc. Tu célèbres avec les messages que tu reçois. Non, je célèbre parce que Julien Ross, avec qui j'ai bossé, il a accepté de monter sa boîte avec moi. Ça, c'est une célébration. Qu'il y a des anciens de Kappa qui sont venus bosser chez nous parce que je pense qu'ils aiment le leadership de Julien et de moi. Qu'avec Olivier Zir, mon cofondateur, ils mettent sur des sujets et quand on se voit, on passe des super moments. Que Laurent Delaporte, qui était mon co-CEO chez Kappa, aujourd'hui, ce soit mon chairman. Tu vois. Que de la confiance. Contre nouvelles. Ouais, et puis parce que ce lien, il est fort. Mais ce lien, je le construis pas seulement avec les équipes, mais aussi avec beaucoup de clients, avec quasiment tous les partenaires clés que j'avais chez Kappa m'ont suivi. Donc ma banque, le Crédit Agricole, mon expert comptable, Steven Thier, mon avocat, Nicolas Urban, mon avocat en M&A, Samira Frigieri. Voilà. Donc en fait, ça, c'est important. C'est ton petit écosystème. Non, mais c'est fort, c'est puissant. Gratifiant, ça. Je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, allez, on dédie ce podcast à ta maman. J'espère qu'elle va nous regarder. Grande dédicace. Françoise. La grande dédicace, Françoise. Vous avez fait une belle entrepreneur, je crois. Bon, allez, on termine. Je suis désolé. On a dépassé. Il est 1h10. Enfin, ça fait 1h10, pardon. Sur une question.
tu vois, j'en perds mes mots. Sur une échelle de 1 à 10, Ouais. à quel point tu es heureuse au quotidien? Euh, Aujourd'hui, je vais dire 9 parce que la situation dans le monde est tellement compliquée. Il y a des gens aussi en France qui ont de tels malheurs, par exemple la maladie ou la mort, ce genre de choses que, à date, je vis mon rêve professionnel. Je suis bien entourée dans ma vie privée. Et parce que j'ai vécu des moments comme ça, dramatiques, il faut que... voilà, c'est comme ça. Mais le 10 pourra jamais être atteint, c'est ce que tu veux dire? Il y aura toujours de la maladie? Il y aura toujours des malheurs dans la vie? Ouais, tu sais, quand je vais voir ma mère tous les week-ends, que je la vois en fauteuil, à quel point elle se bat et tout ça, il y a des petits moments où je me dis, merde, pourquoi ça m'est encore tombé sur moi, ce truc, tu vois? Avec tous les gens que j'ai perdus, là, il me retombe ce truc. Il y a des gens... voilà, donc quelquefois, tu vois, machin. Mais bon, encore une fois, Mais t'es grateful, t'es reconnaissante. Ouais, exactement. Bon mot. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es riche? Riche de quoi? Oh, je l'attendais celle-là. Juste avant, je t'ai posé, est-ce que tu étais heureuse? Tu m'as dit oui. Ah, riche d'argent? Donc, je sais pas, je te laisse répondre. Vous êtes tous 5. et toutes les mêmes. 5. 5 Ok. 5, ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton... Je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne. J'ai pas d'enfant. Parce que j'ai pas pu en avoir. Ok. Tout l'argent que je gagne, donc, je le donnerai à des associations, des fondations, etc. Et donc, plus je serai riche... plus tu auras d'impact. Exactement. Make sense. Surtout avec tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job quotidien d'entrepreneur t'apporte toi du sens dans ta vie perso? 10. Et à quel point ce même job est difficile ou requiert de l'effort au quotidien? 10. Tu prends du plaisir dans la sueur et dans la douleur? Ouais, bien sûr. C'est très compliqué pour moi parce que j'ai été élevée comme ça. C'est très compliqué pour moi quand un truc arrive facile de me dire... Tu vois? Ouais. T'as besoin de challenge perpétuel. Je sais pas si j'ai besoin. Genre, encore une fois, j'aimerais être différente. Hein. Non, mais attends, il y a plein de trucs que j'aimerais être différente. Avec qui tu es chimiquement, etc. Mais parce que j'ai été élevée comme ça et parce que quand même, quand tu vis comme ça de tes 0 à tes 18 ans, dans un milieu qui est quand même, où il peut y avoir un peu d'agressivité, de difficulté, ouais. Mais tiens, tu sais quoi, je vais travailler là-dessus aussi. Bah écoute, on s'en reparle dans tous les cas. Avec grand plaisir. C'est ma dernière question, je l'ai dit 50 fois, mais c'est promis. Et elle est très... Je l'adore. Tu t'accroches. Je vais dire sur une échelle, n'importe quoi. Si demain, tu remontais quelques années... Non, je vais pas dire quelques années auparavant. Ouais. Pour toute la prochaine génération là qui va arriver, c'est quoi la matière qu'ils devraient avoir absolument en primaire qui n'existe pas chez nous? C'est quoi la matière qui nous manque à l'école? Je peux faire une réponse un peu longue? Vas-y, take your time. Bon, Okay. pas trop non plus. Non, pas trop. En fait, moi, j'ai un vrai programme pour l'éducation en France. D'accord? On digitalise tous les programmes. Ouvre ses oreilles. D'accord? Oui. On digitalise tout parce qu'on nous dit qu'on n'a pas assez de profs. Là, je vais me faire des ennemis. Hein. Je viens d'une famille de profs. Hein. Ma mère est prof, t'inquiète. Ok, donc je viens d'une famille de On va profs. se faire Une un de call mes après. grands-mères étaient proches, mes profs, mes tantes étaient profs. Bon, je pense que c'est pas qu'on n'a pas assez de profs en France, on en a trop. On en a trop. Ok. D'accord? Donc moi, j'ai un programme tout prêt. On digitalise tous les cours. Parce que c'est le monde, les gamins, ils sont sur les écrans, les machins, Je bidules. comprends toujours pas qu'on Ok. s'adapte pas. Je On suis garde d'accord. on garde les profs, mais que plutôt qu'ils fassent un cours à lire des trucs, parce que ça se passe quand même beaucoup comme ça, parce que les classes, les machins, les trucs, les enfants, ils apprennent sur un écran, parce que c'est le monde Et ils d'aujourd'hui. pratiquent ensuite. Et ensuite, tu as le professeur ou plusieurs professeurs, tu vois, qui sont à disposition des enfants qui sont à ce moment-là en difficulté, parce que tu peux être en difficulté, mais que pendant 2 jours, et puis après être le meilleur élève de la classe, machin. T'as pu la 6e, la 5e, tu passes des niveaux automatiquement, voilà. Tu rajoutes des professeurs de théâtre et de musique pour que les enfants et les adolescents réapprennent à s'écouter.
juste à s'écouter. Tu rajoutes des profs de sport, parce qu'on nous dit tous que les gamins, ça va pas, ils sont fatigués, ils ont le burn-out, machin. Non, c'est juste parce qu'ils font pas assez de sport, d'accord ? Tu les mets dehors en roller, comme moi j'étais dans la cité, parce que mon kiff, c'était à 16h d'aller prendre mes rollers avec ma copine Stéphanie et ma copine Leïla. Je peux te dire qu'on n'avait pas le burn-out, malgré la vie qu'on vivait à ce moment-là. Ouais. Ok ? Donc, tu fais tout ça, et tu fais pas comme un ancien ministre de l'Éducation supprimer les maths. Les maths dirigent le monde, d'accord ? Il y a un livre qui est passionnant, que j'aime bien, d'ailleurs il est en format poche, je crois que c'est le livre des mathématiques. Tiens, tu sais quoi, je le reposterai sur LinkedIn dans les jours prochains, parce que c'est un livre que je relis régulièrement. Les maths... la logique, voilà. et de résolution mais aussi, de problèmes. Les planètes, l'univers, le machin, tu te rends compte, pi, etc., tu te rends compte que tout ça, c'est des maths. D'accord ? Donc, il faut renforcer les mathématiques. Si la France ne veut pas se déclasser, il faut renforcer les mathématiques, trouver des façons, et ça maintenant l'IA générative peut aider. Ludique. Adapté à chaque âge, etc. Donc, les professeurs n'en sont plus juste à sortir des cours, mais à être à côté de l'élève en difficulté ou de l'élève surdoué à ce moment-là. Parce que pareil, un élève peut être surdoué en mathématiques, mais échouer dans 2 mois. Donc, être proche des élèves et donc être plus dans une relation personnalisée, parce que ce qu'on peut automatiser, généraliser, on le fait via les cours automatisés. Et en plus, comme ça, tu as les mêmes pour tout le monde, donc tu as les mêmes niveaux. Et voilà, on rajoute de la musique, du théâtre, des sorties pour que les enfants réapprennent à s'écouter, réapprennent à découvrir l'art qui nous apprend à être calme, la beauté. Moi, je sais qu'il y a des moments, je te jure que c'est vrai, j'aime beaucoup l'art. Pourquoi ? Je suis pas une spécialiste, mais il y a des moments où j'ai des émotions qui me permettent d'assagir mon esprit, mon cerveau qui tourne trop vite. Et quand je regarde des choses belles, ça peut être un Basquiat, ça peut être Vermeer. Tu as vu tout à l'heure, il y a un livre de Vermeer ici, de Jade, et j'ai dit, j'aimerais bien le mettre en fond d'écran parce que moi, j'adore les livres, j'adore l'art. Et donc, refaire découvrir l'art aux enfants, parce que la beauté des paysages aussi. Apprendre à re-regarder un coucher de soleil, T'as beaucoup voyagé, toi ? T'as eu cette chance quand t'étais plus jeune ou alors, pas quand j'étais jeune. Mais en travaillant, c'est ça ? Ouais, mais après, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et j'adore. J'adore parce que tu découvres d'autres cultures, tu découvres d'autres façons de vivre, tu découvres d'autres arts. Bon, voilà. Je te vois prochainement entrepreneur. Tu te vois, et je te vois, et on te voit dans l'éducation ou pas ? Un jour. Ne jamais dire jamais. Tu sais quoi ? Mais tout le monde va me prendre pour une cinglée, tu vas voir. Et donc Stéphanie lance sa nouvelle boîte. Non, pas du tout, mais avec Volubile, c'est ma passion et on va aller le plus loin possible. Mais quand je serai très très vieille, ouais, j'aimerais bien être au service de la France. Et des Français et des Françaises. Je le suis via mes entreprises aujourd'hui, tu vois. Via le privé, mais ce que j'ai fait avec CAPA, c'était pour changer la vie des intérimaires. Ce que j'ai fait ce que je fais en ce moment avec Volubile, c'est pour changer la vie des commerciaux, la vie des entreprises pour optimiser leurs relations clients, etc. Le service client. Donc il y a toujours une mission derrière, parce que la mission, elle te porte tous les matins. Parce qu'il faut se réveiller tous les matins et retourner au charbon. Tu vois, ce matin, je me suis levée, il était 6h, je suis partie à Arcueil à 7h parce que j'avais un rendez-vous dans une grande boîte à 8h. Là, tu vois, je suis avec toi. Après, il faut que j'appelle mes clients, etc. Ça n'arrête pas, quoi. C'est 6h du matin, 22h. Ouais, pas que, c'est surtout de l'énergie. C'est de l'énergie. Voilà. Mais ouais, j'aimerais bien, quand je serai très très vieille, pour ne pas perdre tout ce que j'ai appris, mais c'est ce que je fais d'une certaine façon avec Volubile, mettre tout ça au service. Peut-être, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire. Tu vois, le podcast, pourquoi j'ai fait le podcast On lâche rien à l'origine, et le livre. Et même LinkedIn, tu publies beaucoup. C'est parce que je suis très sollicitée par des jeunes qui se posent des questions parce qu'ils veulent monter leur boîte, etc. Et en fait, mathématiquement, quand tu montes ta boîte, tu n'as pas le temps de répondre à tout le monde. Et je me suis dit, via le podcast et via le livre, et puis aussi sur LinkedIn, en fait, je vais partager tout ce que je vais essayer de partager, en tout cas c'est ma volonté, ma mission, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais pour aider le plus grand nombre. C'est ton journal intime, mais non, mais c'est côté plus pro, que ça, c'est mes connaissances, quoi, mon expérience, mon expertise. Si ça peut aider, voilà. Parce que je suis passée avant vous dans les problèmes, les merdes, les échecs, les machins, et que voilà, et que
pour que vous appreniez plus vite, de gens qui ont vraiment fait. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a plein d'autres entrepreneurs. Et d'ailleurs, moi, dans mon podcast, je fais comme toi, j'invite plein d'entrepreneurs pour qu'ils partagent leurs expériences clés. Et qu'on soit les premiers à s'en imprégner. Et dans le livre, c'était ça. Le livre, tu vois, je pars de mon expérience, mais je donne un mode d'emploi à chaque chapitre en disant, voilà, à tel moment, voilà les conseils que je te donne et voilà pratiquement ce qu'il faut que tu fasses pour y arriver, etc. Parce que moi, j'aime bien le côté pratique. Moi, je suis très terre à terre, je suis très bon sens paysan, je suis très les mains dedans. Je peux vous dire qu'on va boire un petit café et poursuivre cette conversation. Moi, je note une chose. Déjà, un grand merci pour ce podcast. On a commencé... Un grand merci à toi. Depuis le temps que j'attendais que tu m'invites, là. Je voyais tous les invités, je disais pourquoi pas moi. Bon, Stéphanie, j'attendais le bon moment, 2025 avec ces belles nouvelles et surtout ce bouquin. Et non, je voulais dire une chose, c'est qu'on a commencé ce podcast, on a parlé de tes expériences, on a parlé de ces 15 ans dans le groupe TF1, on a parlé des personnes qui t'ont fait confiance et on termine ce podcast et tu dis que ce sera quand tu seras très vieille que tu impacteras la prochaine génération ou les plus jeunes. Je te mets un billet maintenant que ce sera beaucoup plus tôt que tu ne le penses. Bah écoute, on verra. J'ai peut-être pas si tort. Non, mais l'avenir nous le dira. Ouais, là, mon job et mon temps à 2000% et mon énergie, c'est tout pour Volubile. Parce que déjà là, ce qu'on apporte à nos clients et ce qu'on va apporter à toutes les entreprises, c'est juste un truc de malade. Et tu peux pas être au four et au moulin à la fois. Exactement. Mais attends, on va rester vraiment. Faut que je te papote d'un petit projet que j'ai. Un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à toi pour ton énergie. Merci pour ton invitation. Écoute, avec grand plaisir. Adoré. Je te laisse le mot de la fin. Moi, je dis un truc, c'est un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Mais je te laisse, toi, même regarder la cam et leur faire un petit message de fin. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Eh bien, j'ai juste envie de vous dire que... Dans le micro, pardon. Où que vous soyez, quelle que soit votre situation, on peut tous réussir. Gardez confiance en vous, développez votre énergie et votre écoute du monde qui vous entoure et des gens qui vous entourent pour devenir meilleur chaque jour. Voilà. Et puis achetez mon bouquin. Bon, ça, c'est toi qui le dis. C'est gentil, merci. Mais surtout, restons positifs, restons bienveillants entre nous et on lâche rien parce qu'on va tous y arriver. Voilà ce que j'ai envie de dire. Les amis, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.